Merci. Tu devras de temps en temps t'approcher, pour qu'on te voit dans la caméra. Amis du Congo, amis téléspectateurs, amis lecteurs, bonsoir. Il aura cavalé durant des années. Finalement, il se retrouve à la CPI. Il, c'est Bosco Ntaganda, dit le Terminator. Le 2 septembre 2015, c'est une date qui entrera dans l'histoire de la RD Congo. Pourquoi? Parce que depuis des décennies, depuis le temps de Mobutu, les gens qui étaient au pouvoir avaient le droit de vie et de mort sur les citoyens et ils n'étaient nullement inquiétés. Est-ce la fin de l'impunité? Eh bien, pour parler de tout cela, nous recevons aujourd'hui un homme de terrain qui a longtemps milité, qui a longtemps combattu pour que les droits de l'homme soient respectés dans notre pays. C'est M. Paul Sapou, secrétaire général de la FIDH. M. Paul Sapou, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été à la CPI hier 2 septembre 2015. Comment considérez-vous cet événement? C'est un événement important, Cheikh Fita. Dans votre introduction, vous vous posez la question, est-ce la fin de l'impunité, le cycle d'impunité en République démocratique du Congo, qui est un pays sur le plan de respect des droits de l'homme, un pays que nous considérons comme une tache noire, puisque ce sont des violations massives des droits de l'homme, comme nous le savons tous. Donc le procès d'hier, c'est un procès unique, puisqu'on a pris dans le filet, si vous voulez, pas n'importe qui, une autorité, ex-autorité militaire de haut rang, congolaise, qui s'est dit congolais, bien sûr, nous pouvons en discuter, mais nous reviendrons. Et cet élément qu'on a pris, Bosco Ntaganda, est un poisson important. Et je pense que si nous ouvrons bien l'œil et nous suivons tout ce qui se passe autour de ce procès qui vient de s'ouvrir, nous allons remonter des fils en aiguille à d'autres auteurs intellectuels et matériels qui ont sévi à travers différents groupes dans la commission, qui ont perpétré des graves violations des droits de l'homme, des crimes répréhensibles par les statuts de Rome, par la CPI si vous voulez, et également des crimes qui ne seront jamais effacés, donc des crimes imprescriptibles. Donc pour nous, c'est vraiment un feuilleton très très important qui a commencé à La Haye. On était émus dans la salle lorsqu'on a vu Bosco Ntaganda. Bien, merci, Monsieur Paul Sapou. Est-ce que vous pouvez rappeler à ceux qui n'ont pas suivi, à ceux qui n'étaient pas là, qu'est-ce qu'on reproche à M. Bosco Ntaganda Terminator dans les liminaires? Qu'est-ce que la procureure a dit? Eh bien, il y a beaucoup de crimes qui sont reprochés à M. Bosco Ntaganda. Mais rappelons que M. Bosco Ntaganda, que vous aurez peut-être le loisir de présenter, était membre du FPR, parti politique avec lequel le président rwandais Paul Kagame avait pris le pouvoir. Donc, Bosco Ntaganda, à 17 ans, était un membre actif, un soldat, un milicien de Paul Kagame. Et dans la vague de l'arrivée de l'AFDEL et tout ce que
Paul Kagame à travers, si vous voulez, l'invasion en RDC avait ramené comme élément rwandais pour soutenir l'AFDEL. Il y avait dans le paquet, notamment, enfin en particulier, ce jeune homme de l'époque, qui a 41 ans maintenant, Bosco Ntaganda, et tant d'autres qui ont même été élevés au rang des généraux longtemps après, chez nous, dans notre armée nationale. Eh bien, Bosco Ntaganda était, si vous voulez, un responsable militaire dans un groupe rebelle dénommé UPC, Union des Patriotes Congolais, qui dirigeait Thomas Lubanga et lui-même, Bosco Ntaganda, puisqu'il était le responsable, le commandant, le responsable, le chef d'État adjoint, chef d'état-major adjoint de forces patriotiques pour la libération du Congo, qui est une branche armée de l'UPC. Il était le commandant en chef, le commandant, si vous voulez, des opérations militaires. Il était sur le terrain en Ituri. Et lorsque, en 2002 et 2003, profitant du conflit Emma Lendu, en Ituri, le FPLC de l'Union des Patriotes Congolais en a profité pour exacerber ces conflits et a pris parti de Emma pour massacrer alors, je dis bien littéralement, massacrer les populations, les ethnies, les populations non hindoues. À l'Ituri, et en ce moment-là, je me souviens, on venait à peine de créer la Cour pénale internationale qui avait comme objectif réprimer par la justice toutes ces violations graves, tous ces crimes commis, crimes de guerre, crimes contre l'humanité qui se commettaient à travers le monde entier. C'est comme ça que la CPI était habilitée, avait compétence d'examiner ces conflits-là. Et nous, à l'époque, avec la FIDH au Congo, nous étions déjà informés à travers nos organisations de droits de l'homme sur place de ce massacre qui était commis en Ituri par Bosco Ntaganda et ses compagnons, les rebelles à l'époque. Mais alors, c'était au moment où nous parlions déjà, nous organisions, ça on doit les retenir, les premières activités de réflexion sur la justice transitionnelle en RDC et le soutien à la création de la Cour pénale internationale, puisque la RDC c'est un pays où pratiquement la justice ne fonctionne pas et à la remorque du régime ou des autorités en place. Ça, on ne peut pas les nier jusqu'à ces jours, c'est la même situation. Et ce monsieur-là est allé de rébellion en rébellion, récupéré vers 2009, lorsque le CNDP signe un accord, en mars, je crois, l'accord de mars, oui, du mois de mars en 2000, je crois, 2000. Bon, je ne me souviens plus très bien de la date, le M23. Alors, il est même élevé au rang, si vous voulez, récompensé au rang de général d'armée dans les forces armées congolaises. Jusqu'au moment où il ira encore dans la rébellion, lorsque ils se sont chamaillés dans le CNDP. Ils ont créé le mouvement M23, de triste mémoire, et jusqu'au moment où il y a eu une forte, disons, dénonciation de la part de la communauté internationale. Et nous-mêmes, nous sommes allés plusieurs fois au Conseil de sécurité, et aux assises de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York,
pour pointer du doigt les appuis à tous ces groupes rebelles qui opèrent à l'est du pays, dont notamment les appuis du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, au moment où les autorités de Kinshasa n'osaient même pas lever les petits doigts pour pointer les agresseurs de la RDC avec des activités de plaidoirie. Nous avons poussé des pays comme la France et des pays membres du Conseil, les États membres du Conseil de sécurité, à pouvoir cette fois-ci taper sur ce pays qui sème le bordel avec ces groupes de rébellion dans notre pays, causant vraiment des milliers, et pourquoi pas des millions de pertes de vies humaines. Et c'est dans ces moments-là qu'on a commencé à parler, si vous voulez, des actions pour stabiliser un peu l'est du pays, des actions difficiles. C'est dans ce cadre-là, avec la surprenante, si vous voulez, défection du M23, Bosco Ntaganda a compris qu'il était quelque part lâché et il a fui pour une reddition au Rwanda, à Kigali, à l'ambassade des États-Unis au mois de mars 2013 et a été livré à la CPI sur sa demande aussi, puisque je pense qu'il a choisi entre la prison, l'emprisonnement et la mort, puisque vous savez que tous ces dictateurs qui aux commandes de pays de la région des Grands Lacs n'hésitent pas pour éliminer une trace ou un témoin gênant. Et Bosco Ntaganda, pour la plupart de ces acteurs politiques, ces autorités politiques dans la sous-région, est un témoin gênant, puisqu'il a composé avec tout le monde pour mettre à feu et à sang l'est du pays et déstabiliser la RDC. Merci beaucoup, M. Paul Sapou, pour ces éclairages, parce qu'effectivement, avec le recul du temps, beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos lecteurs n'appréhendent pas toujours l'importance de ce procès et de ce monsieur qui est désormais donc, entre les mains de la justice internationale. Et une petite phrase de M. Bosco Ntaganda, avant qu'il ne soit livré, il avait dit que il ne mourrait pas seul. Et ça pourrait sous-entendre quoi? Bon, ça sous-entend tout ce que j'ai dit. Il a bénéficié d'une certaine protection des autorités congolaises et même rwandaises, pour ne citer que ces deux pays, la RDC et le Congo. Vous vous souvenez, hein, Lambert Mende est passé plusieurs fois pour dire non, on ne livre pas Bosco Ntaganda, nous avons besoin de lui. Ils l'ont protégé pendant que le deuxième mandat de la Cour pénale internationale courait, hein, qui a été lancé le deuxième mandat, en 2012. Bosco Ntaganda était général d'armée, etc. Il était à la portée, on les voyait sur terrain à l'Est. Et même la MONUSCO n'a pas eu vraiment le courage de mettre la main sur lui et les livrer à la CPI. Les autorités politiques de Kinshasa, le gouvernement l'a protégé sur instruction du chef de l'État, Joseph Kabila, à l'époque. Donc la RDC n'avait pas coopéré pour ces dossiers. Et quand Bosco Ntaganda dit, répète cette phrase-là, il connaît ce qu'il dit, il sait ce qu'il a fait, c'est documenté, etc. Pour peut-être revenir à votre première question, oui. Donc on lui reproche 13 chefs de crimes de guerre, oui, et 5 chefs de crimes contre l'humanité. Et là-dedans, il y a des viols, l'esclavage sexuel, le massacre des populations, le pillage des lieux protégés. Et il y a beaucoup de crimes
qui sont énumérés et pour lesquels Bosco Ntaganda et ses hommes, ses troupes, ont participé directement dans leur commission et lui-même, sa responsabilité civile, pénale, directe, individuelle, sa responsabilité était engagée, il était sur le champ et on a beaucoup de preuves qui seront déballées, démontrées lors de ces procès, puisque les victimes, il y en a à peu près 2150. Mais en général, nous avons documenté tous ces cas. Il y a eu plus ou moins 5000 morts du côté des populations civiles et 600 000 personnes qui étaient vraiment chassées de leurs terres, déplacées et dans l'Ituri, les grands Ituri prenaient ça au sens large du mot. Voilà un peu pour rappeler, si vous voulez, ce qu'on lui reproche et sa responsabilité dans la commission de ces crimes. Et apparemment, il plaide non coupable. Sa stratégie, cela veut dire qu'il y aura confrontation. Et la défense, c'est-à-dire plutôt l'accusateur, le procureur de la CPI devra alors apporter des preuves et convaincre le juge. Voilà, je crois que c'est de bonne guerre, dire qu'il plaide non coupable. C'est que les gens ne sont pas morts, quoi. Voilà, que les gens ne sont pas morts. Et pourtant, c'est plein, on a beaucoup de preuves. C'est un dossier qui a été bien ficelé et documenté par les organisations de droits de l'homme. Merci beaucoup, M. Paul Sapou. Nous rappelons à ceux qui nous suivent et qui nous ont pris en cours d'émission que M. Paul Sapou est secrétaire général de la FIDH, mais au niveau de la RD Congo, il dirige aussi la Ligue des électeurs depuis la conférence nationale souveraine. Donc c'est quelqu'un qui est en plein dans les dossiers des droits de l'homme dans notre pays. Maintenant, Bosco Ntaganda à la CPI, sans nécessairement faire le prophète, on ne le voit pas sortir de là à moins de 100 ans d'âge, je ne sais pas, jamais sortir. Mais quelles leçons peut-on tirer de ce procès, de cette présence à la CPI par rapport à l'évolution politique en RD Congo? Et je rappelle que nous sommes à moins de 18 mois des élections et qu'on ne voit toujours pas clair et que le pouvoir en place par des manœuvres de toutes sortes ne lance aucun signal clair par rapport à la fin du mandat de M. Joseph Kabila. Tous ceux qui sont armés aujourd'hui, tous ceux qui voudraient, pour ne pas quitter le pouvoir, mettre le Congo à feu et à sang, pourvu de rester au pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon? Quels conseils pourriez-vous leur donner afin qu'ils ne se retrouvent pas entre les quatre murs, comme Bosco Ntaganda? Eh bien, tout simplement, il faut gérer le pays et les populations en respectant le principe de dignité humaine, mieux en appliquant le droit de l'homme et en essayant d'appliquer les principes de la démocratie, puisque quand vous touchez au noyau dur des droits de l'homme, vous attentez à l'intégrité physique de populations que vous êtes censé protéger. Soyez sûr que le monde est un village. Tout ça, c'est documenté et classé quelque part. Et donc, il n'y aura jamais de traces qui seront effacées. Et ce sont des crimes, ce sont des violations imprescriptibles qui ne s'effacent pas et répréhensibles par la Cour pénale internationale et toutes les autres justices pénales, disons, au niveau des organes judiciaires régionaux tels que
certaines cours dans certains continents qui examinent toutes ces questions. Donc ce sont des crimes, lorsqu'on les commet, on sera d'une façon ou d'une autre récupéré. La leçon est simple, donc vous qui voulez gérer, vous qui prétendez gérer, une fois que vous êtes aux commandes, ne commettez pas des crimes qui vous seront rebalancés, puisque ce sont des épées de Damoclès, que tous qui vous soutiennent suspendent sur votre tête, puisque le moment venu, ils vont s'en servir pour en découdre avec vous. Malheureusement, c'est ça, ce sont là les réalités. Alors, chez nous, vous savez, beaucoup de gens ont agi comme Bosco Ntaganda et en complicité avec Bosco Ntaganda. Ces gens-là s'agitent aujourd'hui pour voir qu'est-ce qui va se passer avec Bosco Ntaganda et qu'est-ce qui pourra advenir de toutes ces allégations pour eux qui pèsent contre eux dans la mauvaise gestion des personnes et des biens, dans la mauvaise gestion des populations congolaises, puisque rappelons qu'il y a beaucoup de massacres en RDC, aussi bien à l'est qu'à l'ouest. Beaucoup de massacres. Voyez ce qui s'est passé avec Bundu Congo, voyez ce qui s'est passé avec l'opération Likofi, voyez ce qui s'est passé avec les membres de l'église de Mukungubila, voyez ce qui s'est passé lorsque les gens se sont battus lors des élections, je crois, de 2006 à Kinshasa, entre Jean-Pierre Mbemba d'un côté et son adversaire de l'autre côté qui a utilisé les moyens de l'État, c'est-à-dire Joseph Kabila, pour se taper dessus, et il y a eu des victimes, etc. Bon, souvenez-vous des autres massacres de populations, de répression sanglante, disproportionnée, si vous voulez, dans l'utilisation des moyens de l'État pour réprimer, la répression, les toutes dernières du mois de janvier, etc., pour lequel nous avons dénoncé, en dehors de 48 heures, 42 manifestants pacifiques tués, etc. Tout ça, c'est bien documenté. Je vous assure, bien documenté. Alors, maintenant, vous prétendez peut-être que lors des élections, vous allez encore vous repositionner. Mais tout ça, dans un contexte où pratiquement vous voulez vous accrocher au pouvoir. Voilà pourquoi nous ouvrons les bons. Voilà pourquoi nous avons demandé même à toutes ces instances internationales de justice, notamment à la CPI, d'ouvrir l'œil. Elle est là, la CPI. Et bientôt, je crois, la procureure, la dame procureure va descendre, hein, puisqu'on sent que cette année, à quelques mois des élections, de l'échéance du mandat, si vous voulez, présidentiel qui a été accordé à celui qui est là, le président Kabila, donc on sent qu'il y a toutes sortes de manœuvres, toutes sortes d'agitations et de préparatifs pour réprimer les gens. Je vous informe que le premier dernièrement, les gens qui ont voulu, je ne sais pas moi, sensibiliser la population pour dire non à toute tentative de glissement ou, si vous voulez, de maintien au pouvoir pour un troisième mandat anticonstitutionnel du chef de l'État. Ces gens de l'opposition ont été encore malmenés, harcelés et même arrêtés, notamment monsieur, je crois, Moïse Monindela du RCDN et ses autres collègues. Au moment où j'étais en train de me rendre à la CPI, je recevais l'information que voilà, ils viennent d'être bousculés, des choses comme ça. Et l'interdiction du film de Thierry Michel sur Dr Mukwege, tout ça démontre bien que ceux qui tiennent les manettes du pouvoir sont intolérants et ne respectent pas vraiment les principes de la démocratie. Ils ne sont pas tolérants pour que on fasse un débat, on crée de l'espace démocratique pour toutes les forces sociales et politiques que ce pays dispose. Tout ça démontre qu'il y a de l'agitation et nous sommes déjà informés
de préparatifs, des engins qui sont achetés, stockés quelque part pour réprimer à grande échelle. Et nous allons ouvrir l'œil et pour mettre dans les collimateurs tous ces auteurs, encore une fois, intellectuels, de toutes ces souffrances que l'on prépare pour s'imposer et bâillonner davantage, massacrer et piller la population. Et le moment viendra, même 10 ans après, comme c'est le cas pour Bosco Ntaganda, le moment viendra où ces gens-là se retrouveront devant la justice et ils seront obligés de payer d'une façon ou d'une autre. Voilà une leçon que nous retenons. Vraiment, c'est de l'espoir qu'on partit, une lueur d'espoir, d'une lutte, la lutte pour, si vous voulez, la justice, la lutte contre l'impunité. Donc ce qui vient de se passer devrait faire réfléchir tous ces acteurs politiques qui veulent absolument les pouvoirs pour eux-mêmes. Et dès qu'ils ont ces pouvoirs, ils oublient qu'ils ont du sang, ils ont un corps qui ressemble au commun, qui est le même corps, avec le même sang que les communs des mortels, les simples Congolais dans nos villages, etc. Donc voilà, ces gens-là oublient facilement, enivrés par le pouvoir, ils se donnent un pouvoir qu'ils n'ont pas, de ôter la vie de leurs compatriotes. Voilà pourquoi la famille de défenseurs des droits de l'homme, le mouvement mondial des droits de l'homme est sur ses gardes avec tous ces mouvements pro-démocratie des jeunes qui montent, que nous essayons d'encadrer pour qu'elles ne soient pas récupérées par les forces négatives qui pullulent au pays dans différentes sous-régions en Afrique. Et ensemble, nous sommes en train de tisser des passerelles, des réseaux efficaces pour traquer tous ces auteurs intellectuels et même matériels de graves violations de droits de l'homme qui sont commis dans certains pays, dont la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Monsieur Paul Sapou, pour tout cet éclairage. Nous allons terminer, nous allons vous donner le mot de la fin. Et j'aurais bien aimé que le mot de la fin, vous l'adressiez aux organisations non gouvernementales, aux membres de la société civile, par rapport aux enjeux de l'heure, étant donné que finalement Bosco Ntaganda, il était armé, mais ce sont des gens non armés qui ont eu raison sur lui. Qu'est-ce que vous avez comme mot de la fin à donner par rapport à tous ceux qui sont sur le terrain, que ce soit ici à l'étranger, que ce soit au pays, en vue des échéances qui se profilent à l'horizon dans notre pays? D'abord, je veux bien m'adresser aux victimes, aux nombreuses victimes congolaises, les victimes de Bosco Ntaganda et tant d'autres. Tenez bon, mettez-vous toujours debout pour revendiquer vos droits avec le soutien des organisations de droits de l'homme. Et c'est votre contribution pour faire avancer la démocratie, la justice dans notre pays. Nous n'allons jamais vous abandonner. Ensemble, nous avons cheminé. Aujourd'hui, nous sommes presque sur une voie où vous êtes reconnus et vous devez être réhabilité à tout point de vue judiciaire, du point de vue juridique et du point de vue aussi matériel, les réparations. Je vais m'adresser donc, comme vous l'avez souhaité, aux acteurs de la société civile. Nous sommes des mécanismes, nous constituons, si vous voulez, les mécanismes de contre-pouvoir. Et bon, quand le minimum, je dis bien le minimum de conditions relatives au respect de la dignité humaine ne sont pas réunies, il ne faudrait pas se taire et se complaire, si vous voulez, à des programmes tout simplement de développement. Les deux marchent ensemble. Quand la politique ne marche pas, les politiques violent les droits fondamentaux des droits de l'homme, on ne devrait pas se taire, se contenter d'un certain minimum qui n'existe pas. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas de logement, il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien.
et celui qui élève la voix est bâillonné, si pas tué. Et avec ça, n'allez pas tenir des discours que l'on entend parfois, où ça va chez nous, etc. Non, les minimums des conditions de liberté, de transparence, les minimums de respect des droits à la vie n'y est pas dans notre pays, pour le moins que l'on puisse dire et constater. Enfin, je voulais tout simplement dire que nous de la diaspora qui sommes ici et ceux qui sont sur terrain, il faut éviter de se régler le problème par des voies qui démontrent que nous n'avons pas de maturité. La force, la brutalité ne sert absolument à rien. Nous devons respecter nos points de vue et en débattre avec beaucoup de dignité, sans violence. Puisque tout ce qui s'est passé dernièrement ici dans la diaspora est bien suivi et peut-être téléguidé à partir de notre pays, etc. Mais tous ces gens qui se font remarquer par l'injure facile, les voix de fait, tout ça c'est documenté. Et ne soyez pas étonnés qu'un jour on dise que tel monsieur, vous savez très bien parler français, vous vous débrouillez bien, vous avez de bonnes idées, mais qu'on vous dise que vos idées ont contribué à envenimer la situation. Je connais beaucoup d'intellectuels, disons congolais ici dans la diaspora, mais qui ont versé dans un certain extrémisme, dans l'art d'injurier, de monter même des choses qui sont invraisemblables. Et tous ces gens-là, nous des droits de l'homme, on nous informe, on nous demande aussi d'être sur le terrain et voir, puisque le moment venu, lorsque il y aura possibilité de déférer certaines personnes devant la justice, ce qu'ils ont produit, tout ça, on va les retourner. Et qu'est-ce que nous allons dire? En tant que Congolais, je suis suffisamment informé sur tout ça. Ce que je demande à la communauté congolaise vivant à l'extérieur, c'est de débattre dans la dignité et non pas dans l'injure facile, dans la brutalité, etc. Et tout ce qu'on annonce comme manifestation, nous y serons, nous allons regarder, et tout ce qui sera enregistré, qu'ils vont enregistrer, sera stocké quelque part. Voilà tout ce que je peux demander, c'est la paix, le calme. L'autre fois, je disais, chacun a ses idées sur l'avenir de la RDC, des stratégies et des propositions, mais faisons-le dans le respect mutuel de chaque acteur. Merci beaucoup, Monsieur Paul Sapou, de nous avoir éclairé un peu sur le procès de Monsieur Taganda qui a commencé, mais aussi pour le clin d'œil que vous avez fait par rapport à l'actualité, par rapport à la vie et à l'engagement des Congolais qui vivent à l'étranger, parce que finalement, nous sommes tous Congolais, ici ou là, et que l'état de droit pour lequel nous nous battons tous doit être déjà à l'application dans notre propre combat. Encore une fois, merci, à la prochaine. Merci.